Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette 5e vidéo où nous allons aborder la 4e partie donc, de cette vidéoconférence ou exposé dont le thème principal est technologie et environnement. Alors dans la précédente partie, nous sommes intéressés justement à l'influence du développement de certains instruments de mesure, dans la naissance, l'émergence de l'écologie en tant que science. Voilà, donc c'est vraiment, il faut réaliser que ces naturalistes comme Alexander von Humboldt, donc, que j'ai cité plus particulièrement, eh bien, ont pu vraiment peaufiner, étendre la dimension de leur recherche et de leur perception de la nature, mais pas seulement, de l'environnement en général, justement grâce à des instruments comme le microscope, par exemple, et comme d'autres permettant de mesurer la pression atmosphérique. Voilà, donc une série donc de découvertes scientifiques et techniques qui a commencé en Europe, en tout cas, région où est née l'écologie scientifique, j'insiste bien sur l'écologie en tant que science, donc à partir de la Renaissance, avec justement cette apparition des premiers ingénieurs au sens moderne du terme, ingénieurs qui d'ailleurs, il faut le préciser, cette ingénierie au début, elle a été largement au service de la balistique, au service en fait, de l'art de la guerre. Hein. Souvenons-nous de ce grand génie qui est Léonard de Vinci, génie pas seulement artistique, génie bien entendu scientifique, génie technique. Et souvenons-nous donc de la période où il a été employé par Cesare Borgia, donc fils du pape de l'époque, et Cesare Borgia donc l'a employé justement pour travailler à concevoir des armes, à exprimer son génie à travers la conception, donc son génie technique à travers la conception de certaines armes. Et Léonard de Vinci, heureusement peut-être pour nous, hein, cette ambition qu'il a eue, qui était vraiment constante, de se faire reconnaître, de faire reconnaître son talent technique à travers justement ses inventions militaires, heureusement, elle n'a peut-être pas atteint la dimension de ses ambitions. Et aujourd'hui, il est largement connu pour son talent artistique et pour son génie scientifique d'une manière globale que pour ses talents en technique militaire. Mais voilà, très important à savoir, à comprendre, donc que cette technique qui s'est développée tout au long donc, de la sortie du Moyen-Âge jusqu'au 18e, période des Lumières, période encyclopédique, jusqu'à nos jours, et donc la naissance de cette écologie qui a vraiment bouleversé, moi je pense, cette science. Elle a par exemple l'idée d'écosystème, l'écosystème, de réseau. Elle a énormément influé, bien au-delà de sa dimension scientifique. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'écologie est devenue bien plus qu'une science. C'est d'ailleurs bien plus qu'une idéologie politique. C'est un véritable phénomène social. Aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie, en bien ou en mal, avec ignorance ou connaissance, mais l'écologie est devenue un des mots-clés de ce 21e siècle. Alors, nous allons, comme à notre habitude, introduire cette partie par une citation. Cette fois-ci, j'ai choisi Jared Diamond, historien de l'environnement, anthropologue, qui a écrit vraiment 2 œuvres fondamentales, je pense, qui sont de l'égalité parmi les sociétés, donc vraiment une œuvre très très importante, et encore plus, d'ailleurs beaucoup plus connue, Effondrement, qui a été quelque part l'œuvre qui a médiatisé la notion d'effondrement, ce terme d'ailleurs, et qui a posé les bases, je pense, de la collapsologie. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ce terme, collapsologie, qui est justement la science de l'effondrement. Donc Jared Diamond a été très plébiscité donc pour cet ouvrage, publié en 2005,
Aujourd'hui, il commence à y avoir ça et là des voix qui s'expriment pour remettre en question non pas la totalité de ces théories, mais peut-être pour remettre en question ça et là certaines incohérences ou des choses, peut-être des sources qu'il aurait choisies qui ne seraient pas aussi fiables qu'il aurait pu le prétendre, mais dans l'ensemble, quand même, c'est vraiment un auteur que je vous conseille de lire. Et je pense que, pour ma part aussi, même si je n'adhère pas totalement à toute sa théorie de l'effondrement comme justement de l'origine des inégalités parmi les sociétés, je trouve que sa vision très holistique et surtout cette volonté d'essayer en étudiant le passé, l'environnement, les sociétés, la relation que les sociétés ont eue avec leur environnement dans le passé, d'essayer de développer une grille de critères, une grille de lecture permettant justement peut-être à poser des principes immuables de l'effondrement humain. Donc, allons à cette citation. Ainsi, du fait même que nous suivons de plus en plus cette voie non durable, les problèmes mondiaux d'environnement seront bel et bien résolus du vivant de nos enfants. La seule question est de savoir si la solution ne sera pas trop désagréable parce que nous l'aurons choisie ou désagréable parce qu'elle le sera sans que nous l'ayons choisie par la guerre, le génocide, la famine, les épidémies et l'effondrement des sociétés. Voilà. Ne pas oublier donc que, et c'est le cœur de la pensée de Jared Diamond, qu'il y a eu avant notre civilisation moderne, industrielle, d'autres grandes civilisations qui ont à un moment ont vraiment été hégémoniques et qui ont souvent duré plusieurs siècles et qui se sont effondrées. Et souvent, la question environnementale, eh bien, elle fait partie, elle n'est pas forcément le seul élément de cet effondrement, le seul agent de cet effondrement, mais en tout cas un élément essentiel. Et c'est le message que Jared Diamond veut nous faire passer et c'est l'interrogation aussi que j'aimerais partager avec vous et vous donner envie de creuser justement sur cette idée que il y a toujours peut-être qu'une société, elle commence à s'effondrer à partir du moment où elle ne remet plus en question son modèle, qu'elle n'essaye plus de le faire évoluer. Alors, donc, voici arrivé le moment donc d'aborder cette quatrième partie, dont le titre est de la météorologie aux sciences du climat, climatologie, sachant que j'aimerais vraiment, dans un futur pas très lointain, dédier vraiment toute une vidéoconférence, donc déclinée en plusieurs parties, comme celle-ci, sur le sujet du régime climatique. Alors, ce qu'on entend par régime climatique, justement, c'est cette question du climat, comment elle a été abordée autant par la science, par les politiques, par la société civile, par les médias. Tout cela forme un régime climatique qui, à peu près, on peut dire, a commencé à émerger dans les années 30 avec la naissance de l'Organisation mondiale de la météorologie et qui n'a de cesse de se développer et comme vous pouvez le constater, à chaque COP, donc à chaque COP prend une ampleur et une influence sur même des questions géopolitiques. Voilà, cette question du climat et du changement climatique prend vraiment une ampleur très importante. Donc, je pense qu'il faudra lui consacrer vraiment beaucoup plus de temps. Or, cette quatrième partie, je l'ai voulu vraiment comme le prolongement de la précédente dans cette volonté de vous montrer comment le développement de certains outils ou instruments influe sur notre vision de l'environnement et je la voudrais donc cette partie beaucoup moins exhaustive, relativement peut-être un peu plus courte que les autres parce que l'essentiel de ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de prendre le temps pour le faire et je le ferai en temps voulu. Donc, on va choisir un moment clé de l'émergence de ce régime climatique. Ce moment clé, il est donc en 1950 quand le célèbre mathématicien John von Neumann, avec d'autres scientifiques, donc notamment de grands
météorologues américains, vont développer ensemble un modèle de prévision météorologique totalement révolutionnaire. Et cela grâce à son supercalculateur ENIAC, appelé aussi JOHNNIAC. Donc supercalculateur qu'il va créer en 1945. Et à ce moment, John von Neumann va chercher un domaine de recherche qui pourra lui permettre non seulement de solliciter à leur maximum les capacités de ce supercalculateur qui à l'époque tenait dans une grande pièce, sachant qu'aujourd'hui n'importe quel processeur d'un téléphone portable le bat largement à plat de couture, mais bon. Et il avait besoin donc d'un modèle d'un domaine de recherche et de collecte d'informations qui lui permettra donc de pousser au maximum les capacités de son supercalculateur, mais aussi et surtout pour en montrer l'utilité. Et là, fait assez intéressant, on en revient encore à la recherche militaire, puisque von Neumann décide donc de s'adresser à l'armée américaine en pleine période donc de guerre froide, donc entre l'URSS et les États-Unis, période justement où la météo, comme à toutes les époques, est un élément essentiel de connaissance pour l'art de la guerre, et donc de nombreuses stations météorologiques, de nombreux outils ont été justement disséminés à travers la planète pour faire des relevés météorologiques, histoire justement d'anticiper. La météo est donc un élément très très important dans l'art de la guerre, et lui va proposer donc à ce que ces informations assez linéaires et surtout qui commencent à saturer en fait les capacités de synthèse de l'armée, eh bien leur propose grâce à son supercalculateur de pouvoir les traiter, mais surtout de pouvoir faire des prévisions non plus météorologiques, parce qu'en tout cas qui ne se limiteront plus à un laps de temps assez court dans une échelle, dans un espace lui aussi assez réduit. Je parle à l'échelle de la météo, bien entendu. Et donc, il va pouvoir ainsi, entre le milieu et la fin des années 50, proposer un modèle, des prévisions qui vont être cette fois-ci capables de prévoir donc la météo sur l'ensemble des États-Unis, et cela à l'échelle d'une année, donc sur une période beaucoup plus longue. Et c'est le début, justement, donc d'une nouvelle ère, vraiment. Et donc, il est assez intéressant de se rendre compte comment, en fait, la naissance d'un outil, d'un instrument, l'ordinateur, donc avec la révolution numérique qu'il va entraîner, révolution, et là ici, vraiment pas une vaine expression, elle est réelle, elle est encore palpable aujourd'hui, cette révolution, elle est toujours en cours, et justement, là, une perception totalement différente du climat et du monde et de l'environnement, puisque c'est ainsi que au fur et à mesure donc des avancées numériques, avec la création aussi, l'invention des satellites, de nombreux objets de communication, instruments de communication et bien d'autres instruments et outils, eh bien on va arriver à partir des années 70, avec aussi des institutions, avec en 1972 la conférence de Stockholm. Voilà, donc on va arriver vraiment à une prise de conscience progressive de cette idée de climat global, voilà, et de climatologie, plus seulement météorologie. Et bien entendu aussi, il faut savoir que les sciences de la Terre se développent en parallèle avec cette naissance de la climatologie. Et donc on voit bien qu'à partir des années 70, donc des modèles commencent vraiment à être développés, et ces modèles au début ils sont assez on va dire archaïques. Ils s'intéressent d'abord à l'atmosphère, puis après à la surface terrestre, puis après océan et banquise, puis après aux aérosols sulfatés, puis on va s'intéresser à d'autres aérosols, au cycle carbone, à la dynamique de la végétation, à la chimie atmosphérique,
et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, donc, ces instruments de mesure et que la science et la technique et la technologie progressent, eh bien, et que technique aussi au sens d'organisation, que de nouvelles institutions scientifiques, politiques se développent, eh bien, notre vision du monde et du climat est de plus en plus bouleversée. Et nous en arrivons aujourd'hui à parler d'une chose qui aurait été totalement, peut-être, impensable à l'époque, par exemple, de Théophraste, qu'on considère donc scientifique de l'Antiquité, que l'on considère comme un des pères fondateurs de l'idée de climat. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes arrivés vraiment avec cette révolution numérique à penser vraiment et à parler du climat à l'échelle globale et surtout à comprendre l'interaction qu'il y a entre l'être humain, son modèle industriel et ces changements climatiques. Et là, nous arrivons avec une autre invention, donc la découverte atomique et notamment de la bombe atomique. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que John von Neumann a participé aussi à l'émergence de cette invention. Eh bien, nous arrivons pour la première fois de l'humanité, en tout cas de l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons, à une humanité qui a l'outil, l'instrument de sa propre destruction. Cette idée, cette réalité, elle est quelque part la plus grande révolution philosophique jamais, comment dirais-je, qui n'a jamais existé et développé. Parce que penser vraiment l'être humain comme étant capable de sa propre destruction, jamais, au grand jamais, il n'y a eu on a dû développer une philosophie et développer une pensée qui doit jouer avec cette donne, puisque jusque-là, la destruction de l'humanité, elle devait d'être d'origine apocalyptique et d'origine donc divine. Voilà, donc vraiment très important de voir, donc je fais ce rappel et par ce deuxième exemple, après l'écologie, la climatologie, j'aimerais vous montrer à quel point aujourd'hui notre vision, perception du monde, elle est devenue totalement influencée et donc dépendante de l'intelligence artificielle, de la technologie et de la technique. Il faut vraiment percevoir technologie et technique comme deux choses complémentaires, mais pas synonymes. La technique est au-dessus de la technologie. Et donc, cette technique qui est devenue aujourd'hui plus qu'un moyen d'atteindre des buts, mais le but, excusez-moi, de tous les moyens, eh bien cette technique aujourd'hui, elle nous rend dépendantes puisque nous sommes incapables, aujourd'hui je pense, nous serions incapables si nous étions privés de tous ces instruments, de tous ces outils pour garder cet état de conscience globale, de mondialité, de mondialisation aussi prégnant. Alors ça pour le meilleur d'ailleurs comme pour le pire. Mais très important donc de voir à quel point aujourd'hui cette numérisation de l'humanité et donc qui fait que aujourd'hui la technologie est devenue un environnement. Cette relation entre la technologie et l'environnement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, que nous entourons, qui nous influence et que nous influençons est de plus en plus technologique. Et le grand péril à cette justement dimension environnementale de la technologie, c'est que de plus en plus, c'est le côté de tout ce qui nous influence, tout ce qui nous entoure, qui est mis en avant beaucoup plus que notre capacité à influencer ou à entourer cette technologie. Et c'est là justement que réside le principal péril du 21e siècle, mais aussi, heureusement, la clé de la solution, car c'est vraiment, je le répète, je n'ai eu de cesse de le répéter durant tout le déroulement de cette vidéoconférence, notre relation à l'environnement, notre relation à la nature, notre relation avec cette planète doit être révolutionnée d'abord
elle doit passer par une première révolution qui va être une révolution vraiment technologique, mais cette fois-ci dans une relation beaucoup plus conviviale avec la technique et essayer de la faire non pas revenir, il n'est pas question de faire un retour en arrière, mais de faire un nouveau bond, et un nouveau bond où cette technique redeviendra certes technée, donc seulement un état d'esprit de création, de production, de fabrication avec méthode et efficacité, mais en réalisant que cette efficacité et cette méthode, comme toute chose, quand elle est abordée et quand elle est utilisée avec excès, elle devient contre-productive. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc, je vous invite, je vous souhaite déjà une très bonne fin de journée. Et je vous propose donc de patienter jusqu'à la prochaine publication de la 5e partie, où là, nous allons aborder vraiment le cœur de la réflexion défendue par cette vidéoconférence et qui sera comment nous sommes passés de l'outil à l'appareil. Je vous remercie beaucoup, à bientôt.